Donc je rappelle aussi à tout le monde que cette 7e édition des trophées a pour thème la résilience collective. Donc on souhaitait rentrer dans ce sujet de manière un peu plus détaillée. Et pour en parler, je vais accueillir 2 invités dans ce contexte un peu compliqué, peut-être de démobilisation, peut-être de problématiques économiques de certains, peut-être également une réadaptation, un travail qui a dû se réorganiser. Comment maintenir une activité, comment maintenir dans l'emploi, comment maintenir une dynamique. J'accueille pour nous illustrer des actions concrètes Alexandra Dublanche et Thibaut Guilly. Bienvenue à tous les deux et nous sommes très fiers et très heureux pour cette 7e édition de vous accueillir. Merci. Alexandra, je vais commencer par vous. Vous êtes donc vice-présidente à la région Île-de-France. Oui. Vous êtes en charge du développement économique et de l'attractivité, de l'agriculture et de la ruralité de la région. Et vous êtes également conseillère communautaire et adjointe à la mairie de Sartrouville. En 2020, comment la région s'est impliquée et a pu accompagner ces entreprises adaptées ou les ESAT, mais aussi les travailleurs indépendants handicapés? Est-ce que vous êtes impliqué sur le terrain et auprès et en contact avec tous ces acteurs? Bien sûr. Alors, l'année 2020 a été une année très particulière. On a mis en place des dispositifs massifs pour venir en complément de l'État sur les aides économiques et avec toujours un œil justement bienveillant et aussi d'adaptation sur le secteur adapté justement pour que les aides puissent être les plus appropriées à leurs besoins. Donc il y a eu des aides très variées à la fois dès qu'on lançait un dispositif. Je pense par exemple on a lancé un dispositif qui s'appelle le Fonds Résilience qui est une avance remboursable pour tous ceux qui n'ont pas eu de PGE, qui sont vraiment en manque de trésorerie. Et donc, on a mis des critères spécifiques pour l'ESS en général et donc pour les entreprises adaptées pour accompagner plus spécifiquement ces entreprises-là. Quand il a fallu aider à la reprise de l'activité, ou à l'époque où il manquait un peu de masques, on a à la fois aidé des entreprises, et il y en a beaucoup qui sont des entreprises adaptées qui sont mises à produire des masques. Donc, on les a aidés financièrement dans la production. Et puis, on a aidé ici toutes les personnes en situation de handicap, justement, à reprendre l'activité en distribuant des masques dans les foyers de personnes handicapées, dans les ESAT, dans les entreprises adaptées. Donc, on a agi de multiples façons dans cette année particulière. Donc, ça veut dire que vous connaissez bien avec les structures sur votre région, que vous êtes suffisamment proche pour... On parle souvent d'innovation, d'agilité, d'adaptabilité du secteur handicap. Donc, c'est le cas, vous l'avez vécu avec eux. Tout à fait, parce que au-delà de la crise, il y a une fonction de la région, c'est évidemment d'être financeur d'actions. On finance par exemple aussi un accélérateur où on va faire grandir des pépites. Et donc, il y a à peu près la moitié des entreprises accompagnées par l'accélérateur de la région qui sont des entreprises adaptées, par exemple, parce qu'on veut faire essaimer des solutions très locales sur tout le territoire. Donc il y a ce rôle de financeur et par des aides que je vous ai dites d'investissement, mais il y a aussi le rôle de mise en relation. C'est-à-dire qu'on va accompagner aussi des grands groupes sur ces problématiques de RSE en général. Ces grands groupes ne savent pas toujours comment s'y prendre. On va commencer par exemple quand on attribue une subvention, notamment à un grand groupe, on va mettre des contreparties RSE et c'est notamment sur de l'embauche de personnes en situation de handicap. Donc il y a ces contreparties, puis il y a aussi de l'accompagnement en conseil. Donc on s'appuie sur des structures comme le groupe SOS Consulting qu'on va financer pour qu'ils accompagnent les grands groupes dans certains secteurs à vraiment déjà respecter la loi et aller plus loin en étant plus inclusif. Alors, aide et accompagnement, je pense que c'est des mots qu'on entend assez souvent. Alors, est-ce que vous avez un exemple ou plusieurs exemples précis, justement, d'actions ou de choses que vous avez mises en place avec des acteurs? Oui, je voyais dans le plateau précédent une personne avec un masque transparent. Un masque inclusif. Voilà, inclusif. Et par exemple, typiquement, on a financé une entreprise en Île-de-France, je crois qu'elle est en Seine-Saint-Denis, qui a produit ces masques, qui en produit aujourd'hui des centaines de milliers, donc avec une subvention de 800 000 € dans le cadre de nos aides à l'industrie, typiquement. Donc voilà, c'est des gens ou par exemple des entreprises qui s'impliquent fortement en faveur des personnes en situation de handicap, qui ont fourni des respirateurs, qui ont produit des masques en tissu. C'est pas forcément des grosses entreprises, ça peut être des toutes petites structures, mais on a eu un œil très très attentif à ces structures-là. Rappelons qu'effectivement, tous ces acteurs font partie du tissu économique et encore une fois, ils ont cette capacité d'agilité et de réactivité. Alors Thibaut Guilly, bienvenue à nouveau.
Merci d'être là. Vous êtes haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, donc auprès de Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos missions ? Oui, ma mission, s'il fait la résumer, c'est de contribuer à bâtir une société plus inclusive par des politiques de l'emploi qui y contribuent. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse révéler toutes les capacités, les potentiels, les talents de chacun. Ce n'est pas forcément le cas dans le marché du travail actuel. Il y a plein de raisons qui parfois entravent en fait, les potentiels des uns et des autres. Et donc l'objectif ensuite, c'est du coup de travailler sur deux axes. Le premier, c'est de muscler finalement toutes les politiques d'insertion. D'insertion par activité économique, de handicap, d'accompagnement des jeunes, je dirais d'accompagner les individus par l'accompagnement, la formation et l'accès à une expérience professionnelle. Aujourd'hui, je travaille par exemple aussi beaucoup au déploiement, en fait, à l'élaboration et au déploiement du plan Un jeune, une solution, qui est... On vous a beaucoup vu dernièrement, effectivement, sur ce sujet. Qui a un enjeu assez important actuellement. Mais c'est aussi, et c'est pour cela qu'il y a l'engagement des entreprises, ce qui est assez nouveau en fait, parce que c'est souvent un parent pauvre des politiques publiques, c'est que pour pouvoir relever ce défi, il faut amener les employeurs à développer leurs pratiques inclusives, le management inclusif, les achats inclusifs, et c'est aussi à cela que je contribue. Alors c'est un sujet que je crois que vous connaissez bien, si on vous connaît un petit peu. Et alors, est-ce qu'il y a des choses un peu particulières sur lesquelles vous avez dû peut-être focaliser vos efforts pendant cette crise quand même qui dure maintenant et qui est un vrai sujet, ne serait-ce que pour le maintien dans l'emploi? On dit souvent que les personnes en situation de handicap, quand il y a des crises comme ça, elles peuvent être les premières impactées. Donc j'imagine qu'on y pense tout de suite quand on connaît bien le sujet comme vous. Bien sûr, et puis la particularité, c'est que j'ai pris mes fonctions le 17 mars. C'était le Conseil des ministres du confinement. Et donc, s'occuper de l'inclusion des plus fragiles à ce moment-là vous interroge forcément. Comment faire pour que la société, les entreprises, tous les acteurs qui peuvent être tentés par le repli sur l'urgence de la crise, l'instinct de survie, ne fasse pas que finalement ceux qui cherchent en fait à s'inclure ne soient pas finalement remisés sur le côté. Et donc pour cela, on a fait plusieurs choses. La première, évidemment, c'est... et là, on était vraiment en mode agile, puisque, évidemment, c'était imprévisible. Chaque jour, on mettait en place les nouvelles règles du jeu, l'activité partielle. Mais l'activité partielle, il faut ensuite pouvoir l'adapter aux spécificités des entreprises adaptées. Il a fallu les adapter aux spécificités des ESAT pour faire en sorte de mettre en place très rapidement les mécanismes de protection vis-à-vis de toutes ces structures et donc des emplois qui étaient rattachés. La deuxième chose, c'était aussi d'envoyer un message fort au pays et en disant finalement à tous ces acteurs de l'insertion et du handicap, soyons au rendez-vous, soyons utiles au pays pour montrer que nous comptons dans la crise et que nous allons compter dans la relance. C'est dans ce cadre que j'avais mis en place en fait ce petit masque, ce petit bout de tissu qui a été homologué très rapidement avec quelques compagnons, et puis on a fait un appel dans toute la France à toutes les structures d'insertion. C'est le réseau Résilience, et en 6 semaines de temps, grâce à la capacité de mobilisation extraordinaire des entreprises adaptées, des ESAT, aussi des structures d'insertion, on est passé de 0 à plus de 2000 salariés en 6 semaines, fabriquant des masques partout en France. Et ça a été un message, parce que c'est ça qui a aussi permis, parfois on a équipé la PHP par exemple, pour que les soignants puissent aller au travail. On a permis d'éviter la fermeture, voire accompagner la réouverture de beaucoup d'entreprises. Et à chaque fois, c'était grâce aux entreprises adaptées, aux ESAT, aux structures d'insertion qui réouvraient. Et merci à leurs collaborateurs aussi qui réouvraient, qui prenaient le chemin du travail dans une période qui était très compliquée pour dire « nous sommes là ». J'ai vu quelques témoignages justement d'innovation, de collaborateurs qui ont proposé à leur structure de changer, de mettre en place des ateliers de couture par exemple, etc. Ça m'a fait penser au mode un peu start-up,
qu'on place souvent chez les jeunes et les start-upers très identifiés. Et en fait, le modèle était le même, la capacité à se remettre en question et aller vers des nouveaux terrains sur lesquels, finalement, ils sont très efficaces. Oui. Ce qui est intéressant aussi enfin, je pense dans ce moment un petit peu particulier, comme le disait Alexandra Dublanche, c'est que dans une crise, il faut à la fois répondre à l'urgence, mais à la fois commencer à semer les graines en fait de la relance et de la transformation. Et vous voyez, là on parle des masques, mais ce qui m'intéressait, c'est pas spécialement les masques. Au-delà du message qu'on envoyait en tout cas aux pays, aux acteurs économiques, de dire nous comptons, nous sommes là, donc va falloir aussi qu'on puisse compter sur vous ensuite. Mais la deuxième chose, c'était de dire, c'est peut-être l'occasion aussi de se poser des vraies questions et de voir comment on peut accompagner des mouvements de relocalisation ou de non-délocalisation sur un certain nombre d'activités industrielles. Là, en l'occurrence, c'est l'activité textile ou au-delà des masques, fabriquer des t-shirts, fabriquer des tote bags, redémarrer l'industrie textile dans les Hauts-de-France, dans l'Île-de-France, un petit peu partout. C'est ce qui est en train de se passer avec des acteurs comme Decathlon, comme Promode, comme d'autres. En fait, ensemble, l'alliance entre les filières économiques et les filières inclusives peuvent être très fertiles pour la relance. Alors, c'est un lien avec ma prochaine question que je vais peut-être vous poser. Est-ce que j'ai le droit quand même de rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Mais je vous en prie. Non, parce que c'est vrai que je voudrais aussi saluer l'effort, la contribution à l'effort collectif incroyable de toutes ces entreprises. Nous aussi, je vous disais tout à l'heure comment on les a aidés. Il y a eu effectivement l'aide à l'investissement, mais il y a aussi toujours la région exemplaire. C'est-à-dire que sur tout un tas d'activités stratégiques, on s'est adressé à des entreprises adaptées. Par exemple, on a acheté massivement des tests Covid antigéniques. Eh bien, ils sont produits par un ESAT à Villiers-le-Bel. Par exemple, on parlait de centres d'appel. On a mis en place une ligne pour toutes les entreprises en difficulté. Ça a été géré là aussi par une entreprise adaptée. Ou encore, quand on a acheté 36 millions de masques pour ensuite les dispatcher en Ile-de-France, c'est justement une entreprise adaptée qui a fait ce dispatching. Donc on s'est beaucoup appuyé sur ces entreprises et je tiens effectivement aussi à les saluer aujourd'hui. Et de bons exemples qu'il faut rappeler. Il faut rappeler qu'il y a des bons exemples. Alors par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on peut craindre que les entreprises qui sont les donneurs d'ordre auprès du secteur du handicap puissent se démobiliser. Vous parliez tout à l'heure de logique économique, si jamais il y a un ralentissement pour ces entreprises. Est-ce qu'on peut être optimiste, et donc la question est pour tous les deux, est-ce qu'on peut rester optimiste sur la mobilisation des entreprises pour faire appel au secteur du handicap ? Moi, je crois tout à fait qu'il faut rester optimiste, même si la situation est très grave, et notamment en Île-de-France. Malheureusement, c'est la première fois dans une crise où c'est l'Île-de-France qui est la plus touchée économiquement. Mais moi, je veux rester optimiste. Et comme l'a dit Thibault, je pense que l'économie sociale et solidaire en général et ces entreprises inclusives vont être un pied de la relance et que les entreprises que je dirais traditionnelles, vont continuer, ont compris que des choses avaient changé aussi dans les besoins aussi des consommateurs, dans la façon de voir le monde. Et moi, je suis persuadée que ces mouvements vont s'amplifier, mais qu'il faut les accompagner. Et c'est là le rôle, je pense, d'une collectivité locale, c'est d'accompagner ce mouvement à s'amplifier, à perdurer et qu'il n'y ait surtout pas de retour en arrière. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et donc c'est le rôle de la région, je pense. Moi, je pense notamment aux grandes entreprises par secteur. On avait commencé un travail avant la crise par secteur. On avait commencé avec l'audiovisuel justement pour accompagner ces entreprises à vraiment être plus respectueuses aussi, déjà je disais de la loi tout simplement, mais aussi elles veulent faire mais elles ne savent pas comment faire et donc nous c'est là qu'on peut aider, je pense, et moi je reste optimiste. Alors justement, je reviens sur Thibault, vous parliez tout à l'heure de localisation ou de relocalisation. Vous êtes l'engagement des entreprises, donc par rapport à cette question, la mobilisation des entreprises sur ces achats auprès du secteur du handicap, sur la prise de conscience qu'en fait ce sont des leviers RSE que de collaborer avec le secteur. Vous êtes optimiste ? Bon, c'est un trait de caractère chez moi, c'est un tempérament, donc j'aurais du mal à vous dire non, mais plus sérieusement, dans ce moment-là, je pense que c'est d'abord une invitation aux entreprises adaptées, aux ESAT, de ne pas jouer petit bras. Au contraire, je pense que c'est vraiment le moment d'y aller. C'est pour ça d'ailleurs, évidemment,
qu'on accompagne ça. La première des choses que j'ai souhaité mettre en place et que Mme Klinkert a parachevé, c'était le plan en fait finalement d'urgence, c'est-à-dire de compenser et d'apporter des aides forfaitaires à toutes les entreprises adaptées de manière à faire en sorte qu'elles n'aient pas à subir des pertes importantes pour être en bonne forme, j'ai envie de dire, pour rebondir. 33 millions d'euros. Et puis la deuxième chose, c'était de dire justement, réinvestissons tous les projets que vous pouvez avoir. Nous sommes à vos côtés pour pouvoir accélérer la transformation. 68 millions d'euros. Donc d'abord, il faut mettre quand même un petit peu de l'essence dans le moteur pour que ça puisse fonctionner. Il faut ensuite, après d'ailleurs, de la confiance, de l'innovation, des dirigeants qui vont de l'avant et qui y vont aussi ensemble. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup, plutôt que de chacun vivre son expérience dans son coin, à s'unir pour travailler justement sur les filières dont parlait Alexandra, pour travailler en consortium, pour en fait penser grand, penser réindustrialisation. On ne relocalisera pas si on n'a pas une pensée aussi industrielle. Il faut articuler cette pensée un petit peu industrielle avec cette pensée humaniste, sociale, inclusive que portent les entreprises adaptées. Ensuite, il faut aussi créer, et pour terminer, un écosystème où on arrête de dissocier l'économique et le social, et ça marche avec les politiques d'achat public et privé. Donc aujourd'hui, le Premier ministre m'a confié justement cette responsabilité de porter cette stratégie nationale pour les achats inclusifs. Et l'objectif, c'est de passer progressivement finalement d'une politique d'achat de performance financière, où généralement on vient acheter au moins-disant financier, à une performance d'achat globale, où on prend en compte... Avec plus de critères, vous voulez dire? Exactement. Les critères environnementaux et les critères sociaux. C'est probablement plus intéressant, du point de vue de la collectivité, d'acheter des masques, peut-être éventuellement avec un surcoût de 5-10%, si derrière, c'est des créations d'emplois nets qui vont venir limiter les coûts sociaux sur le territoire. Les autres bénéfices. Cette pensée globale, les entreprises adaptées, les acteurs dans les ESAT, les acteurs inclusifs, l'incarnent depuis très longtemps. Conjuguer l'économique et le social. Il faut maintenant qu'on crée en fait cette faculté-là, tant dans les politiques d'achat public, mais dans le privé aussi. Et on travaille avec les grands groupes, mais pas seulement. J'ai lancé récemment le marché de l'inclusion, marché.inclusion.beta.gouv.fr. S'il faut aussi faciliter ces mouvements-là et que n'importe quel acheteur, public ou privé, puisse trouver l'ensemble de l'offre sur le territoire français pour passer à l'action des achats inclusifs. Il n'y a vraiment plus aucune excuse pour ceux qui ne le font pas. Et vous portez bien le message. Alors peut-être un petit mot de conclusion. Est-ce que finalement cette période difficile, on ne va pas dire que c'est une belle période, mais elle est difficile, est-ce que ça a permis finalement de mettre en avant des messages qui n'auraient pas forcément été sur le devant de la scène, sur justement cet engagement social et ces bénéfices qui sont bien plus larges que le bénéfice économique seulement? Je pense, moi je reste optimiste, mais que c'est en deux temps. C'est-à-dire que là, on est encore dans le dur et dans la crise économique et sociale vraiment massive et encore, comme je disais, plus particulièrement dans la région, mais qu'effectivement, que les bénéfices à long terme, s'ils sont accompagnés, parce que moi, j'ai toujours peur, on a vu d'autres sujets sur le retour au circuit court, enfin, dans la société avec des avancées positives, mais il y a toujours ce risque de retour rapide à la normale, voire en arrière. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a un rôle collectif à jouer au plus près du terrain, vraiment. Enfin, cette mise en relation, comme le disait Thibault, entre des entreprises adaptées, des grands groupes, ils se cherchent, mais ils ne se trouvent pas toujours. Et donc, c'est là où il faut faire du sur-mesure, aller dans les territoires, parce que c'est de l'emploi non délocalisable. On parle beaucoup de relocalisation en ce moment. C'est des mouvements massifs qu'on accompagne. Mais effectivement, tout cet emploi des entreprises adaptées, c'est de l'emploi local qu'il faut encourager, qu'il faut développer en faisant aussi des accélérateurs, etc., pour faire grandir ces solutions sur tous les territoires, parce que ce sont des bonnes solutions. Et donc, voilà, je reste effectivement positif. Monsieur Guilly, le mot de la fin, si vous voulez bien.
Non, mais vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de notre plan de relance à 100 milliards d'euros avec des grands chiffres. Moi, j'ai envie de dire que ça doit surtout être un plan de transformation, que finalement, cette crise, elle nous invite à accélérer peut-être là où on avait pris du retard, dans les transitions écologiques, dans les transitions digitales, dans les transitions, dans la transformation sociale des métiers du soin et du prendre soin. Et que pour cela, en fait, des entreprises inclusives comme les EA et les ESAT ont montré le chemin et doivent être finalement des sources d'inspiration et de coopération pour qu'on accélère une relance qui soit pleinement inclusive et qui bénéficie à chacun. Bien, merci à tous les deux. J'espère que ces messages seront entendus. L'inclusion, l'accompagnement, le collaboratif, et puis mettre sur le devant de la scène ces personnes avec leurs compétences et leur capacité à monter en compétences. La société en a besoin et je crois qu'ils ont aussi besoin de la société que les uns et les autres vous représentez. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Et je vais accueillir tout de suite Denis Charrier, qui est le directeur général du